Évidemment un peu de l'objet. C'est peu de dire que Bachir justifie toutes les conspirations dont il a probablement été déjà l'objet au cours de son parcours, celles qui ne manqueront pas de venir, ainsi que celles-ci. Et bien entendu, nous ne pouvons que le remercier de nous en donner la joie. Première question. Comment savoir exactement ce que fait un contemporain? Comment le savoir assez pour en parler? Peut-être en ralentissant un certain flux des choses et des signes, et en commençant par localiser et déterminer plus précisément un mouvement. De Souleymane Bachir Diagne, disons alors qu'il n'est pas demeuré dans le domaine de la logique. Il est sorti de l'étude des lois de la pensée telles qu'elles se formulent à l'aide de symboles algébriques pour parler et penser aussi ailleurs. C'est, dit-il dans des entretiens, la vie. Non pas donc l'algèbre, ni rien qui se rattache à elle, qui lui a fait opérer ce mouvement par lequel il s'est trouvé engagé dans d'autres tâches. Or, dire les choses ainsi, c'est sous couvert de la vie maintenir néanmoins la question d'un passage. C'est considérer les espaces autres et divers vers lesquels la vie conduit, et qui sont des espaces qui admettent la représentation, la visée ou l'effraction d'un réel, en ayant à l'esprit que ce mouvement de vie fait faire l'expérience de passer d'un outillage logique, le calcul booléen par exemple, à certains outils par le moyen desquels, avec éventuelle et réelle violence que le terme implique, ce réel est de quelque façon à raisonner. C'est se retrouver, quand on choisit pour habiter cette vie le parler de la philosophie, avec certains mots et certaines représentations qui ont façonné des alliages entre le logique et le réel, et alors devant d'imposantes créations qui en procèdent, comme les idées philosophiques d'universel ou autres créations d'aventure de l'esprit. Quelque chose de ce genre s'insère, comme on sait, au seuil de l'œuvre kantienne, lorsque dans l'essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative en 1763, Kant prend en vue ce qu'il appelle une opposition réelle, où ce qui est posé par l'un des termes est, comme cela se passe dans l'opposition logique, supprimé par l'autre, mais dont la conséquence est non pas rien, ce que Kant dénomme un nihil negativum le latin est pas bon, irrepraesentabile, mais quelque chose que Kant dénomme cogitabile. Cette manière d'introduire du réel dans la pensée se poursuit chez Kant, ainsi que le rappelle dans son livre sur la folie dans la raison pure, Monique David Ménard, qui accorde à ce point une importance stratégique, dans l'anthropologie du point de vue pragmatique, dont le 3e paragraphe fait dépendre la généralité du concept, condition de possibilité pour son accueil par l'entendement, du pouvoir que j'ai, je cite, de me détourner d'une représentation dont je suis conscient, de la tenir à l'écart de son lien avec d'autres, d'en faire une abstraction, c'est-à-dire, Monique David Ménard s'appuie ici sur le mot allemand de Beraubung, utilisé par Kant pour caractériser cette opération, de produire l'universel par un acte de réel brigandage. Les nouages du logique et du réel sont les lieux, en fait, on le sait, de tous les dangers. Et ces dangers ne sont pas sans réapparaître, bien que le nouage de logique et de réel et par exemple le traitement de la négation y soit différent, dans les aventures de l'esprit, proposées par l'élévation hegélienne du réel au rationnel ou la destination husserlienne à un télos de l'esprit européen. Sur Hegel, Souleymane Bachir Diagne s'exprime dans des termes particulièrement durs. Hegel a été, écrit-il dans la revue Diogène en 2003, le grand négateur de la rencontre et du dialogue des civilisations, qui, contre toute idée de l'hybridation comme esprit même de la culture, a soigneusement procédé au nettoyage ethnique de l'histoire. Peu a importé à la fabrication de son histoire que la philosophie ait parlé syriaque puis arabe. Je crois ce ton de colère assez rare dans les écrits de Souleymane Bachir Diagne, et on peut supposer qu'il surgit bien de la violence perçue des opérations par lesquelles les créations de la philosophie unissent du logique à du réel. La colère prend le dessus là où la violence est perçue à son maximum. Moins encore donc devant la perspective encore assez logique qui caractérise l'universel kantien ou le télos husserlien, mais radicalement à l'encontre de la revendication entièrement réaliste du rationalisme hegelien. Et c'est alors contre elle, peut-on penser, que Souleymane Bachir Diagne conserve intact
ce qu'il appelle une interrogation sceptique radicale, comme il le confie dans un entretien à Nadia Yalakissoukidi en 2013 pour la revue Théorème, que Quine avait mis en scène comme problème de traduction au sujet de ce que nos aventures de l'esprit pourraient comprendre de l'émission vocale de Gavagai dans la distance indéterminable qui séparerait un natif, la produisant dans la stricte ère de sa vie et de sa langue, et un ethnologue désireux d'y entendre l'enveloppe sensible d'une signification qu'il saurait s'approprier. La radicalisation de la question de la traduction préserve de l'arraisonnement en traçant dans la situation la ligne de ce que j'appellerais une réserve d'étrangeté ou d'indétermination. Sans les expliquer, cette étrangeté et l'indétermination qu'elle abrite affleurent dans le corpus très original que Souleymane Bachir Diagne a fait sien. Gaston Berger, Teilhard de Chardin, Bergson, Mohamed Iqbal, cela institue une constellation dont nous percevons bien que l'enveloppe sensible se soustrait à l'évidence et à la transparence et qui, dans certaines circonstances, murmure pour elle-même « Gavagai ». Sans doute pouvons-nous repérer qu'il est possible de faire converger tous ces noms vers celui de Senghor et vers une ère culturelle que nous pouvons tracer autour de lui. Mais par là, plutôt que Senghor pour avoir lui-même fait œuvre avec ces noms ainsi qu'avec d'autres, plutôt que par là, Senghor doive nous éclairer la constellation dans laquelle œuvre pour sa part Souleymane Bachir Diagne, c'est, me semble-t-il, l'œuvre de Senghor qui, par le travail que Souleymane Bachir Diagne en fait, est en quelque sorte rendue à elle-même et un certain secret de son Gavagai. C'est que l'œuvre du poète-philosophe président est en réalité, comme on sait, une chose double. Elle est l'œuvre de Senghor lui-même, de ses réussites, ses impasses, ses maladresses. Je ne me permettrai pas de le dire, les mots sont de Souleymane Bachir Diagne lui-même dans le livre qu'il lui consacre, Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie, pour y ressaisir l'intuition organisatrice et soutenir que celle-là pose chez Senghor l'art comme être et discours de l'être en Afrique. Mais justement, l'œuvre de Léopold Sédar Senghor, est aussi celle qui est entrée dans l'histoire de la pensée et de la philosophie, comme un certain nouage de logique et de réel, une certaine manière d'attester par le biais logique de la grandeur négative la réalité du mouvement de la négritude, tout cela opéré spectaculairement par Jean-Paul Sartre dans Orphée noir pour la publication de l'anthologie de nouvelles poésies nègres et malgaches de langue française. Or, une œuvre de pensée comme celle de Souleymane Bachir Diagne compte parmi ses effets celui précisément de travailler à empêcher la capture de la première configuration par la seconde, celle de l'Orphée noir. Elle le fait, peut-on soutenir, d'un côté par sa constellation même, c'est-à-dire par l'espace d'exploration pour la volonté de penser que cette constellation institue. La pluralité des chemins de vérité que détermine la réunion de l'algèbre, de la philosophie en Afrique, du poétique, du prospectif, du religieux, ainsi que des noms propres qui mettent sur ces chemins Boulle, Senghor, Kagame, Viredou, Bergson, Berger, Iqbal, laissent les cultures particulières qui font briller et transparaître l'être, entièrement libres, parfois je serai télégraphique à cause du temps, premièrement, libres de tracer une certaine ligne d'étrangeté autour de leurs œuvres et pensées, deuxièmement, libres de déployer dans une philosophie et une cosmogonie de la vie l'intégralité de leurs possibilités formelles, libres, troisièmement, de composer inventivement des éléments dynamiques, des intensités et des qualités qui ne se résolvent pas dans des jeux réglés par la négation. Mais la perspective tracée par l'œuvre de Souleymane Bachir Diagne agit encore d'un autre côté, à mettre au jour pratiquement, hors du système d'explication que dans la préface de Sartre accomplissait à l'intention du monde d'Afrique une de ses performances majeures, une autre voie d'intelligibilité qu'on peut appeler celle de la tâche et du courage de la traduction. Essayons, sans en avoir bien sûr le temps, d'esquisser comment cette voie pourrait s'ouvrir en se frayant hors du texte de Sartre lui-même. Le bilan le plus immédiat qu'on peut tirer d'Orphée noir est simple et clair. Sartre soumet la négritude et l'être noir ou africain, vers lequel elle fait signe, à un escamotage d'ampleur. En effectuant son opération sous le nom d'Orphée, qui ne désigne pas, on le sait, une figure parmi d'autres dans le monde antique grec, mais un champ qui se tient en amont de la division des figures, en amont du catalogue mythologique, tout autant qu'en amont des différenciations sur la base desquelles nous parlons de poésie, d'art, de littérature théorique et critique, de philosophie ou de religion. Sartre donne à son opération une extension totale.
C'est-à-dire qu'il élève la culture qui essaie de se nommer à travers le mot de négritude au point le plus haut qu'un chemin de culture, et notamment un chemin alternatif de culture peut viser, mais à ce point même, Sartre l'a fait s'évanouir. Je ne rappelle pas, on connaît les grandes lignes de cet escamotage. Je note simplement ceci, que cet escamotage, ainsi que le rappelle Souleymane Bachir Diagne, pour conclure sa propre présentation plus circonstanciée que je ne pourrais le faire de l'opération sartrienne, que cet escamotage est un escamotage dialectique. Il manie le pouvoir que la négation s'attribue de contrôler le point d'articulation du logique et du réel. Or, à ce pouvoir et à cette dialectique, la discussion tirée de l'œuvre de Senghor, à laquelle Souleymane Bachir Diagne soumet le baiser de mort donné par Orphée Noir à la négritude, oppose, si j'observe bien, trois modalités d'un existé. Je suis à nouveau télégraphique. Premièrement, un existé qui se tient unitairement dans le mouvement, page 27 du texte de Souleymane Bachir Diagne. Deuxièmement, exister pluriellement dans la matérialité des œuvres, page 28. Exister opérationnellement dans la traduction. On doit pouvoir montrer, me semble-t-il, que ces trois modalités de l'exister, et non pas seulement la dernière qui la cite, s'inscrivent dans la tâche de la traduction, et que cette tâche même en tant que telle fournit une réponse à l'usage que la préface de Jean-Paul Sartre fait du mythe d'Orphée. La préface de Sartre se réfère explicitement au mythe d'Orphée deux fois, page 179 et page 188. Le mythe y articule cette thèse, que la parole qui crée les dieux en Afrique est morte, qu'elle est morte depuis longtemps, même si elle conserve sur les Noirs d'Afrique, dit-il, un certain pouvoir de les enfouter, et que vouloir retrouver et faire revivre cette parole, c'est réclamer à Pluton un miracle. Sartre se réfère ici évidemment entièrement à Césaire, c'est-à-dire que le poète s'appliquerait la punition que les dieux réservent à l'hubris de celui qui veut se donner forme à lui-même, punition qui est celle d'être démembré. Et alors, au prix de ce démembrement, s'il y survit et réussit à obtenir, comme le signale Zizek, le sens à la place de l'être, c'est-à-dire plutôt que l'être aimé, la possibilité inspirée et splendide de le retrouver et de le chanter dans tout le cosmos, dans, je cite à nouveau, les étoiles du ciel comme dans le scintillement de la rosée du matin. Cette survie-là, cette survie qui récupère le sens plutôt que l'être, nécessite elle-même un opérateur. Il faut qu'une deuxième intervention divine vienne équilibrer celle qui a déclenché le sauvage démembrement du corps d'Orphée par les Ménades. Il faut qu'un dieu, alors que les parties éparses du corps déchiré d'Orphée sont emportées dans le fleuve où elles ont été jetées, et qu'un serpent monstrueux s'apprête à dévorer la tête chantante d'Orphée, il faut qu'un dieu vienne mettre cette tête chantante à l'abri, en métamorphosant le monstre en une grotte. Sartre, relisant Ovide, se situe explicitement à cette place. Il est celui qui, face au serpent qui menace d'absorber les morceaux épars du champ nègre dans les eaux glacées du capitalisme, lui fait don d'une grotte pour accomplir dans tout l'éclat de sa beauté le mirage qui est le sien. Or, c'est à ce démembrement, faisant écho à l'intraduisible du remembering que Souleymane Bachir Diagne rencontre dans l'œuvre du dictionnaire des intraduisibles engagé par Barbara Cassin, qu'il est possible de se représenter et d'assigner une toute autre économie. Instituer cette autre économie implique des tâches sur lesquelles il serait possible de jeter quelques lumières, mais nous n'avons définitivement pas le temps, à partir par exemple des remarques croisées que Walter Benjamin avait consacrées à deux poèmes de Friedrich Hölderlin et à la tâche du traducteur sur le poétique et sur la traduction. La tâche, c'est-à-dire dit Aufgabe, comme Antoine Berman le rappelle au seuil de son séminaire qui a été publié sous le titre de l'âge de la traduction, s'entend au sens que lui donne Novalis, au sens que lui donne le romantisme allemand. Une tâche est associée à une solution. Il s'agit, au prix d'un relâchement des termes qui défait autrement les membres, de ou bien résoudre un problème, ou bien de dissoudre une matérialité hostile, ou bien de régler une dissonance. Cette tâche poétique, qui s'accomplit pleinement selon Benjamin dans la traduction, contraint à nouveau du télégraphique. Premièrement, retravailler la parenté avec le peuple, celle du poète,
qui, au lieu de demeurer dans la familiarité naturelle, doit pour Benjamin accomplir une destination poétique, faire accomplir au peuple sa destination poétique. Deuxièmement, retravailler l'écoute de la loi du Dieu, qui, au lieu de demeurer dans l'extériorité, doit se mettre elle-même au service du chant. Troisièmement, retravailler le proche et le lointain, qui, au lieu de demeurer dans sa détermination grecque, doit se dépasser, spatialement et temporellement, dans ce que 4 fois dans ce texte de 2 poèmes sur Friedrich Hölderlin, Benjamin appelle une orientalisation de sa détermination. Retravailler enfin la production de beauté de l'œuvre de pensée, qui, au lieu de demeurer dans l'échange avec l'être, doit admettre la perte très particulière qui ouvre à la parenté des langues, qui ouvre à une parenté aussi bien du devenir philosophique des langues dans l'œuvre de la traduction. Dans cette parenté s'attesterait alors un autre champ, une autre intelligibilité de l'être et de l'humanité, et l'œuvre de Souleymane Bachir-Diagne, comprise ainsi ou autrement, en est dans tous les cas un grand et magnifique agent dont on imagine bien pourquoi, ici et maintenant, hommage lui est rendu.